Bonsoir à tous. Ces dernières années en Guinée, il y a qu'à l'État, il y a les infrastructures réalisées à l'intérieur du pays à la faveur des fêtes tournantes. Il y a de l'engrais pour les productions agricoles, mais il y a un vaste chantier dont on parle peu. Pourtant, ce chantier est durable, il est ouvert depuis 2011 et il conforte déjà peu à peu le positionnement de l'État dans le cadre d'un service public de qualité. Il s'agit bien du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Dans Guinée Forum, ce soir, pour ce premier numéro, nous recevons le coordinateur général de ce programme à la personne de M. Amara Kamara. Bonsoir. Bonsoir, M. Aboubacar Kamara. Bienvenue donc sur ce plateau de Guinée Forum. Je vous remercie. Guinée Forum qui est une coproduction de Search for Common Ground et de la RTG. Avec vous, dans cette émission, nous avons notre confrère David Yombouno. Bonsoir. Bonsoir, Bouba. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par une vision globale sur ce qu'on entend parler par réforme. Monsieur Amara, c'est une émission qui est ouverte au public, un public participatif. Je pense qu'on peut le remarquer déjà. Donc, en tout, nous allons faire l'état des lieux de ce que vous avez réussi à faire depuis 2011 jusqu'à maintenant. Dites-nous, la première question, elle sera un peu simple. Est-ce que l'État, aujourd'hui, a un peu changé d'ombre en termes de dimension? Je pense que oui, qu'aujourd'hui, il y a des jalons suffisamment posés pour déjà voir effectivement l'efficience et l'efficacité des institutions de l'État dans l'ensemble sur le pays. Et qu'est-ce qui a été fait? Alors, ce qui a été fait, c'est un ensemble, déjà un faisceau ou un spectre d'au moins 10 grandes familles de réformes qui sont engagées. Et je pense que c'est du jamais vu. Je pense qu'on peut consulter des réformes qui ont été élues ailleurs. Mais compte tenu de l'état de déficience, de lacunes et d'insuffisance dans lequel se trouvait donc ce pays, il a été engagé effectivement tout un ensemble de réformes systémiques. Et ces 10 familles-là, je pense qu'on aura le temps juste peut-être de les énumérer. On devra venir également sur le plateau ici pour venir dire quelles sont les avancées majeures qui ont été faites dans chacune de ces familles de réformes. Aujourd'hui, vous êtes à la tour de contrôle de ces réformes et vous pilotez donc le programme appelé PRIMA, programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Une de nos équipes a essayé un peu de camper le travail de ce programme, mais aussi les différents acteurs qui font marcher cette machine. Baba Kouyaté nous fait ce compte-rendu. Suivez. PRIMA, programme de réforme de l'État et modernisation de l'administration, est l'organe chargé de coordonner, impulser et assurer le suivi et évaluation des politiques et programmes de réforme administrative en Guinée. Créé en 2011 par le président de la République, il a pour objectif dans sa première phase de redéfinir et clarifier les missions de l'État, renforcer les capacités des ressources humaines de l'administration publique. Le PRIMA intervient également dans le renforcement, la coordination en rendant efficace le travail gouvernemental. Ousmane Bangoura, coordinateur général adjoint, il impulse et contrôle l'ensemble des activités du PRIMA. Je suis chargé de superviser les activités des différents services techniques de ce programme et de les soumettre au coordinateur général. Et aussi, je m'occupe de la gestion de toutes les ressources financières, humaines et matérielles de l'institution. Et je représente le coordinateur dans les différentes institutions sur sa demande. Et en cas d'empêchement ou d'absence, je remplace dans ses fonctions de coordinateur général. Pour mener à bien la mission assignée au PRIMA, 4 composantes ont été créées. Il s'agit de la composante développement institutionnel et organisation administrative, la réforme de la fonction publique, la composante gouvernance économique et financière et celle du territoire et décentralisation. Chaque composante est chargée de coordonner et évaluer des projets relevant de sa compétence. Le sous-programme développement institutionnel et organisation administrative est chargé de la redéfinition du rôle de l'État et de la clarification des missions. De deux, ce sous-programme est chargé du renforcement de l'efficacité de la coordination de l'action gouvernementale.
L'efficacité de la réforme de l'État passe aussi par la mise en place des services d'appui. C'est dans cet esprit que des structures ont été créées à l'image de l'unité suivi-évaluation. Le système de suivi-évaluation préconisé, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exécution du programme. Alors, ce système, il faut rappeler que ça repose, n'est-ce pas, sur le support et les mécanismes définis par un manuel de suivi-évaluation, n'est-ce pas, qui a été élaboré pour, n'est-ce pas, cadrer le processus de mise en œuvre du programme. De nos jours, le PREMA a pu réunir les 22 réformes engagées au niveau de l'administration centrale. L'un des défis qui s'impose à ces spécialistes de la réforme est l'épineuse question de coordonner et intégrer l'ensemble des réformes sectorielles initiées ça et là pour le bonheur des citoyens. Merci à Baba Kouyaté pour ce compte rendu sur le travail, la mission du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Monsieur Amara Kamara, vous pilotez donc ce programme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait après 4 années d'action? Vous êtes déjà satisfait de ce qui a été fait? Oui, les jalons qui ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qui ont été posés vont résolument, je dirais, par la résolution de tous les problèmes qui se posent. Qu'est-ce qui a été posé comme jalon? Alors, ce qui a été posé comme jalon, il y a eu déjà plusieurs phases. Je crois qu'il faut aussi remercier donc, le président de la République pour sa volonté ferme déjà d'avoir mis en place une structure et qui avait pour objectif majeur justement de prendre en charge la réforme dans sa globalité, de positionnement stratégique en continuant sur les réorganisations administratives, les lois, la réforme de l'administration publique, la réforme de la fonction publique et tout le reste, les réformes sectorielles. Dans un premier temps, donc en 2011, dès sa nomination, il y a eu la création de ce qu'on appelle le Haut Commissariat à la réforme de l'État. Ensuite, derrière, il y a eu un acte majeur, c'est le cadrage stratégique. Qu'est-ce que les réformes dans leur ensemble doivent, quels sont les secteurs que les réformes doivent en fait adresser? Quels sont les problèmes qu'ils doivent résoudre et quelle va être l'approche? Donc ça, c'est dans un document qui a été appelé cadre stratégique. Après, on a fait un plan d'action prioritaire de toutes les réformes. Donc ça, déjà, je dis, ce sont déjà importants. Et donc ça a été posé pendant les 2 premières années. Donc depuis fin 2014, maintenant, il y a eu ce qu'on appelle un plan de réforme concret pour 1 an, qui a été en fait financé grâce à l'appui de la Banque mondiale. Et c'est cette première phase du plan triennal de 3 ans qui a été mise en œuvre et effectivement qui a abouti aujourd'hui, je dirais, à la mise en place de pas mal d'actions qui relèvent donc de ce programme. Monsieur Kamara, dans le reportage qu'on vient de suivre, on a vu que le PREMA cherche à renforcer les capacités de l'administration publique. Alors, la question c'est de savoir est-ce que c'est par la mise à disposition des moyens techniques ou bien c'est par la formation des ressources humaines? Voilà, donc ça, c'est un aspect qui démontre qu'on ne peut pas agir sur un seul axe de réforme. Si vous agissez sur un seul axe d'une réforme systémique comme celle de la Guinée, qui est nécessaire, vous ne pouvez pas effectivement gagner en efficience. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on n'agit pas seulement sur, je dirais, les ressources humaines elles seules. On agit d'abord sur les organisations et les structures. On agit sur les lois qui permettent de structurer de façon efficace. Et en même temps, on engage ce qu'on appelle la réforme de la décentralisation et de la déconcentration. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous décidez de jouer sur les ressources humaines, en ce moment-là, il faut que vous ayez une idée dans la globalité de ce que vous allez mettre en centrale aujourd'hui et de ce que vous allez mettre également sur le terrain. Voilà, donc je crois que c'est un aspect qui est très important, cette fois-ci qui est pris en compte, je donnerai tout à l'heure des détails, sur la façon dont tout cela est mené de façon concomitante. Quels étaient les grands mots de l'administration guinéenne? Voilà, donc les grands mots de l'administration guinéenne, je voudrais juste revenir déjà sur une étude que nous on a faite, qui a été faite par le cabinet de consulting que j'ai dirigé moi en France, que nous avons fait venir ici en 2010, début 2010, donc avant les élections présidentielles qui ont mené à la magistrature suprême le président de la République. En faisant ces études sur l'analyse d'environnement de la Guinée et sur l'évaluation de cet environnement pour mettre en place des projets et exécuter des décisions stratégiques, nous avons trouvé qu'il y avait 75% de risque qu'une initiative présidentielle, un projet initié par des dirigeants échoue dans l'environnement guinéen. 75% de risque. Quelle que soit la volonté politique de vouloir faire quelque chose, d'entraîner un changement, il y avait les ingrédients qui peuvent empêcher à ce que l'acte-là voulu soit exécuté. Absolument. Donc, et les projets et les décisions stratégiques qui sont en fait les moyens privilégiés pour mettre en œuvre les politiques publiques
poser des problèmes. Il y a une défaillance totale. Et on a trouvé 75% de risques, donc ça veut dire que l'environnement... Les risques là étaient liés à quoi, par exemple? Je vais vous le dire là justement. L'environnement, la caractéristique fondamentale, c'est environnement défaillant à haut risque pour l'exécution de toute décision ou initiative, projet décidé par les dirigeants. Maintenant, ces risques, c'est lié à quoi? On a fait une analyse de risque derrière. L'analyse de risque a démontré qu'il y avait des risques sur 11 plans. Sur le plan économique, le plan politique, le plan social, le plan des infrastructures, le plan organisationnel, le plan institutionnel. Et le risque le plus pertinent dans la mise en œuvre des décisions stratégiques et des projets dans un pays, c'est le risque humain, le facteur humain qui est défaillant. Et ça, c'était le risque le plus pertinent que nous avons trouvé. Et c'est pourquoi les réformes ont commencé par la fonction publique. Voilà. Donc, dans cet environnement, il est clair que quand vous avez 75% de risque de mettre en œuvre des projets, quel que soit le gouvernement qui vient au pouvoir, quels que soient les projets promoteurs qu'il a dans sa besace, il ne peut pas les mettre en œuvre. C'est comme courir en même temps se gratter les pieds. Parce qu'en fait, l'environnement est défaillant. Il y a 75% de risque quand il initie un projet qu'il échoue. 25% de chance. Vous mettez 100 millions, vous retrouvez 25%. Il ne suffit même pas de changer les dirigeants, les cadres, le management stratégique. Toutes les strates gangrénées, jusqu'à la base. Aujourd'hui, il y a eu 22 réformes qui ont été engagées. Est-ce que ces 22 actions, ces 22 réformes nous ont permis aujourd'hui de minimiser, de réduire ces risques-là? Absolument. Donc je vais dire maintenant, donc, par rapport à ça, ce constat, on s'est aperçu que les sphères défaillantes, les 5 sphères étaient défaillantes. Donc il fallait agir sur les 5 sphères. Ce qui a motivé ces 10 grandes familles de réformes. La première sphère, c'est ce qu'on appelle la sphère stratégique. C'est le positionnement stratégique du pays. Vers quoi il veut aller, comment il veut le faire. À partir de ce positionnement, donc c'est le fameux modèle aujourd'hui, on fait une analyse d'opportunité et de l'environnement. On projette une vision et entre ces deux, après, derrière, on regarde quel est le modèle économique que le pays adopte. Donc on a adopté un modèle économique à 4 axes. Le premier, on s'est dit, le problème de la jeunesse, c'est la gouvernance. Le deuxième problème, il faut apporter une lutte contre la pauvreté, donc donner un appui au secteur porteur de croissance. Le troisième, ce sont les infrastructures sociaux, les infrastructures de base, il faut les développer. Et le dernier, c'est la fourniture des services sociaux donc, aux populations. Voilà les 4 éléments du modèle économique qui a été défini. Jusqu'ici, on ne trouve pas de nouveauté parce que bien avant cette réforme-là, il y a ce qu'on appelle la DRSP. Absolument. Donc c'est à peu près les mêmes recommandations qui revenaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change réellement? Maintenant, de là, quand vous passez, vous avez donc cela, vous passez aux politiques publiques. Vous vous dites quelles sont les politiques publiques sur lesquelles que je mets en œuvre pour mitiguer les risques, puisqu'on a vu des risques. Les risques à l'administration, c'est un certain nombre de choses. C'est le secteur de la sécurité, c'est le secteur de la justice. Il y a des risques. Donc, on sort des politiques publiques qui vont dans la promotion donc, de ces secteurs-là. Et ensuite, on sort également des politiques publiques qui vont dans la promotion maintenant des secteurs porteurs de croissance pour créer de la richesse, créer de l'emploi, etc., etc. Donc après, on en est venu aux politiques publiques, on a donné les orientations politiques majeures qui doivent permettre de changer. Et ensuite, on a sorti les axes stratégiques. Donc, des axes stratégiques, maintenant, il y a 10 familles de réformes majeures qui ont été mises en œuvre de façon globale pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc, vous voyez que l'articulation, elle a été faite au niveau stratégique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu d'abord les réformes institutionnelles. Première base. Réforme institutionnelle, pourquoi? Parce qu'il manquait pas mal d'institutions pour résoudre le problème. C'est pour asseoir même la base de l'exercice de la vie démocratique. Voilà, la restauration de l'état de droit. Effectivement, et ça, je crois que c'est très important. Et ensuite, le deuxième aspect qui était très important. Sauf que cette réforme n'a pas encore abouti parce qu'il reste à la mise en place de la Cour des comptes. Tout à fait. Donc, et ça, c'est le verre à moitié plein. On a fait 90%, il reste 10%. Donc ça, c'est l'autre aspect des réformes. Les réformes, ce n'est pas d'un seul trait que l'ensemble se fait. En général, c'est ce qu'on appelle un processus itératif. On a fait un pont d'ombre et en fonction de ça, comme c'est synchronisé avec d'autres choses, on le fait progressivement. Mais on a déjà fait 80% des institutions ont été mises en place, 90% pratiquement. Donc vous imaginez, donc c'est un long parcours. Ça, c'est très important. Restauration de l'état de droit, promotion carrément, je dirais, de tout ce qui est équité dans le pays, expression des droits de l'homme, etc. Ça, c'est important pour le socle. Ensuite, au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la réforme du secteur de la sécurité et du secteur de la justice, très important, pour venir justement renforcer l'état de droit, les droits humains et puis la paix, la consolidation de la paix, de l'unité, de la démocratie. Donc, ces deux réformes majeures, ont été engagées
Et là, je pense que les responsables donc, de ces réformes viendront ici sur ce plateau, ils expliqueront où on en est, quels sont les programmes majeurs qui ont été effectués. Mais là, il faut dire que grâce à la volonté politique également, il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on voit avec la justice, on voit avec le Fonds de la sécurité. Deuxième point. Un des aspects les plus visibles de la réforme de l'État, c'est bien le recensement biométrique qu'on a vu ici. Ça, c'est avec la fonction publique. Voilà, qui a conduit, on va y arriver. Voilà, qui a conduit aujourd'hui à la compression un peu de l'effectif. Est-ce que, après cette compression de l'effectif au niveau de la fonction publique, est-ce que l'effectif qu'on a aujourd'hui sous la main permet de répondre aux besoins de la population guinéenne dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'éducation ou encore... Juste, vous allez répondre à cette question après avoir terminé avec les 3 derniers points qui restent. Je termine avec les 3 dernières, comme ça on va avoir une vision globale de ce qui a été mis en place. Hein. Voilà. Donc après les réformes, donc c'est deux réformes majeures qui constituent la strate, la deuxième strate, on a mis en place donc la réforme, et ça c'est très important, les réformes structurelles et économiques. Le PPTE, l'unicité de caisse, c'est très important. Et ça, c'était fondamental. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de mieux, toujours de la gouvernance. On est toujours dans le domaine de la gouvernance, qui est le premier élément du modèle économique qu'on a vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait bien déjà collecter les ressources, les gérer bien et les investir à bon escient. Et là, les résultats programmes sont là. Toutes les infrastructures qui ont été en fait aujourd'hui mises en place dans les régions, tous les édifices publics, les routes, l'électricité, les appuis à l'agriculture, toutes ces ressources ont été faites sur fonds propres. Je dis bien sur fonds propres. Le budget national. Sur le budget national. Pourquoi? Parce que ces réformes structurelles, ces réformes donc, économiques qui ont été en fait engagées ont permis de collecter suffisamment de ressources pour pouvoir les redéployer en faisant un investissement massif. Ça, c'est des aspects de la réforme qu'on ne voit pas. On voit les édifices sortir de terre, on se dit, mais il y a des édifices, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça vient des réformes, en fait. Ça. Là, c'est des réformes structurelles et économiques. Après, il y a les réformes de ce qu'on peut appeler de la finance et des procédures budgétaires. Là, il y a eu aussi la loi organique des finances qui permet d'autonomiser, qui apporte énormément d'éléments. Ça, c'est donc les troisième et quatrième. Autonomiser aujourd'hui les différentes entités pour qu'elles aient beaucoup plus d'impact en termes de résultats opérationnels. Les directions nationales des ministères. Les établissements publics. Les établissements publics, exactement. Le dernier point. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas le dernier point. Il y a la réforme de toute l'administration publique. Là, c'est quoi? Ce sont les normes qui n'étaient pas bonnes. C'est toutes les lois qui étaient caduques, obsolètes, en fait. Et il a fallu reprendre les 4 lois fondatrices aujourd'hui, je veux dire, de l'administration publique guinéenne. Et ces lois, il fallait les réviser parce qu'on a voulu restructurer les administrations justement pour voir de quoi est-ce qu'on a besoin dans chaque département sectoriel pour faire le travail qu'il y a. Après, on les met en phase avec les ressources qui ont été identifiées par le recensement biométrique. Et là, on s'est aperçu de quoi? C'est qu'en fait, ce sont ces lois qui généraient ces pléthores d'effectifs. Et ces lois ne permettaient pas la lisibilité des politiques publiques. Parce que quand vous engagez une politique publique, il faut voir si elle réussit et qui l'exécute. Elles étaient disséminées. Ces politiques publiques étaient reparties entre 10-15 structures. Impossible. Et ensuite, ces lois, en même temps, ne permettaient pas de mutualiser les ressources. Donc les ressources étaient, vous avez vu, les conflits d'attribution dans les ministères, par exemple. En ce qui concerne donc, les effectifs pléthoriques, vous avez vu un certain nombre de choses qui faisaient qu'on avait des problèmes. Donc on a voulu faire donc, ces lois. Il y a 4 lois qui ont été élaborées. Dans le domaine toujours de la réforme de l'administration publique, il y a cette fameuse loi qui permet de structurer tous les services publics. La présidence, la primature, les départements ministériels, toutes les entités, les préfectures, les gouvernorats, les sous-préfectures. Cette loi est aujourd'hui au point. Et je peux vous assurer que cette loi... n'est pas fonctionnelle encore. Oui, il y a un avant-projet qui a été fait, qui a été proposé en conseil. Justement, parlant de ces lois, il y a quelqu'un dans le public qui a une question. Guinée Forum, donc c'est une émission interactive avec un invité sur le plateau, mais aussi le public qui participe à l'émission. Réaction avec David.